On va commencer par ce Truth Social, c'est pas un faux, publié hier dimanche par Donald Trump, alors qu'il y avait une actualité. Non, Thomas, hop là, qui est sur l'or, qui a été donc publié. Thomas aussi est en plein remix. Donc vas-y, regardez cette vidéo publiée par Donald Trump sur son Truth Social, où donc il explique donc, pourquoi hier c'était important, parce que vous avez une actualité américaine qui était encore chargée avec cette attaque contre une église. Bon, certes, du côté de Kash Patel, Pam Bondi et Donald Trump, on a été moins intéressés par cette histoire-là du moment où on a découvert que le tueur, était un supporter MAGA. C'est clair qu'on en a beaucoup moins parlé. Mais bon, en tout cas, voilà, hier, il met en avant l'or de la Maison-Blanche en expliquant que c'est une des qualités supérieures de 24 carats et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans le bureau ovale ou dans la Maison-Blanche, ils sont complètement épatés. Ils freak out par rapport à ça. Et donc, pourquoi j'ai décidé de commencer ce sujet sur le shutdown par rapport à ça? Parce que le shutdown, c'est une décision politique avec des conséquences économiques. Et alors qu'au cœur du shutdown, comme on va le voir, il y a l'assurance sociale de près de 15 millions d'Américains, je trouvais qu'il y avait un côté, on en a déjà parlé de ce côté Marie-Antoinette chez Trump et chez Melania, de dire vous n'avez plus de pain, allez manger des brioches, ou des gâteaux, ça dépend des pays. Mais il y a cette dimension-là. Au même moment, pour que vous compreniez un petit peu le décalage, Fox News était obligé de constater que d'aller faire ses courses en ce moment et d'aller acheter de la viande, c'était quelque chose qui était équivalent à se faire un petit plaisir tellement que c'était devenu cher. Vas-y Thomas. Kelly, beef prices are higher. I got that. How much more are we actually paying? Yeah, you're really going to be treating yourself at the grocery store, Stu. Take a look at this. For ground beef, prices are up about 14% year over year, or I should say 13%, I believe. Roast, 14%. Steaks, 17%. Voilà, j'aurais pu vous prendre cet exemple-là. J'ai pris cet exemple-là. J'aurais pu vous en prendre des dizaines d'autres sur l'augmentation de tout aux États-Unis, énormément à cause des frais douaniers, où d'ailleurs on est dans cette situation complètement folle et auto-infligée, où les fermiers américains sont dans une situation de plus en plus précaire. Pourquoi ? Parce que en lançant les tarifs, ces frais douaniers, Trump a déclenché une guerre commerciale. Résultat de cette guerre commerciale, les fermiers américains n'arrivent plus à vendre leur soja, leurs grains. Résultat, on est obligé de prendre de l'argent des tarifs pour venir les aider. Situation complètement auto-infligée. Et j'aurais pu prendre aussi le prix des vêtements, le prix de l'électronique, le prix des voitures, de l'essence, le prix de l'essence, l'immobilier qui est en train de s'effondrer, sa décision sur d'augmenter, par exemple, de taxer désormais les meubles, qui va y avoir un effet. Et c'est vraiment aujourd'hui un thème, même si Donald Trump, interview après interview, répète dans le sens « ne croyez pas vos yeux », répète en permanence aux Américains qu'il n'y a plus d'inflation, que les prix sont à la baisse. C'est ce qu'il dit. Il le dit, tous les prix sont à la baisse. Les démocrates, pour le coup, ont bien saisi que c'était l'enjeu de maintenant et que ça sera l'enjeu de l'élection 2026. Et je vais vous montrer ce spot de campagne qui va passer nationalement sur les télévisions américaines qui ont été faits par les sénateurs démocrates. Vas-y Thomas. It's the groceries, the car, the electric bill,
everything down to the clothes you're wearing. It's all going up in cost. Your budget was already a balancing act. Now you need a magic trick. John Husted supported the tariffs that are jacking up prices. Tariffs you know you're paying. He voted to raise healthcare costs and cut Medicaid. Now he'd rather shut the government down than fix it. And that won't work for Ohio. Donc cette pub-là va passer dans l'Ohio, mais sur le même principe, il y a donc cette campagne nationale qui va être lancée où à chaque fois, on met en avant les élus qui ont voté. Donc la campagne de 2026 est lancée, les élus sénateurs, pour le coup, ici, républicains, qui ont voté cette politique-là. On vous parlait du prix de l'électricité qui est en forte augmentation aux États-Unis. Donald Trump avait proposé, une des promesses de campagne de Donald Trump avait été de diviser tout ça par deux, hein, le prix de l'électricité dès le premier jour, le prix de l'électricité par deux. Et donc, résultat, l'économie est en train de handicaper énormément la présidence Trump. Il aimerait que l'on parle d'autre chose. Il fait d'ailleurs tous les efforts possibles et imaginables pour que l'on parle d'autre chose. Mais avec le shutdown qui s'annonce mercredi, hein, c'est la date limite, c'est donc mercredi, on ne va parler que de ça. On fait une petite pause et puis on revient là-dessus tout de suite. Ouais, donc comme je vous le disais, le shutdown, c'est une crise politique ou alors c'est une situation politique basée sur une crise économique. Là, la question est de financer via ce qu'on appelle un CR, qui n'est pas un vote du budget, mais qui est une sorte de période tampon qui permette au gouvernement américain de continuer à fonctionner. Et on est arrivé dans une situation où, pour de diverses raisons, il semble, hein, on va voir la manière dont les marchés de Paris, par exemple, envisagent mercredi, il semble qu'il n'y aura pas d'accord entre démocrates et républicains. Hein, vous voyez que ces derniers temps, il y a désormais donc 83% de chances qu'il y ait un shutdown. On va voir tout de suite les effets, l'impact d'un shutdown avant de comprendre pourquoi on est arrivé dans cette situation-là. Où on voit que le Congrès sera partiellement fermé. Les cours fédérales continueront à fonctionner. Mais après, vous avez énormément d'activités et donc de fonctionnaires qui vont être touchés avec cette véritable question de se dire, est-ce que ce shutdown, ce n'est pas le premier de l'histoire? On va voir qu'il y en a déjà eu, plusieurs, principalement sous des administrations républicaines. On voit que le plus long de l'histoire, c'était sous Donald Trump. Il y en a eu deux déjà sous Donald Trump. Il y en a eu deux sous Donald Trump. Il faut savoir que l'hypothèse d'un shutdown a été évoquée dans le cadre du projet 2025 comme quelque chose de positif. Quelque chose comme de positif en disant un shutdown va nous permettre de se débarrasser de tas de fonctionnaires dont on n'a plus besoin. Au lieu de les mettre en chômage, on va les licencier en leur disant que c'est la faute des démocrates, en expliquant que, regardez, vous venez de perdre votre boulot, c'est la faute des démocrates. Au-delà de ça, un des personnages clés dont on vous a déjà beaucoup parlé et dont on va revenir, qui s'appelle Vought, qui est le responsable de l'organisation de la Maison-Blanche et qui est donc en coulisses, celui qui gère tout ce qui est lié à ce shutdown, qui est aussi l'ancien patron de The Heritage Foundation, donc le projet 2025. Il était allé en septembre dernier chez Bannon
en expliquant que, en fait, le shutdown, c'était quelque chose d'extrêmement positif parce que on rentrait dans une période transactionnelle qui nous permettrait d'aller voir les démocrates en leur disant ce point-là, on va le supprimer parce que si vous ne voulez pas qu'on le supprime, nous, on ne négocie rien et vous aurez la responsabilité politique parce que c'est le véritable enjeu, c'est la responsabilité politique. Et du côté démocrate, du côté républicain, pourquoi on est prêt à aller à cette situation-là? C'est parce que on se dit politiquement, on est prêt, on est persuadé même que l'on va gagner ce débat. La situation est très simple. Le débat autour du shutdown devrait être réduit à un seul point de communication, qui est de dire Donald Trump dispose de tous les pouvoirs. Il dispose d'une majorité à la Chambre des représentants, il dispose d'une majorité au Sénat. Il n'a donc pas besoin du vote des démocrates pour faire passer ce CR. Mais il n'est pas en mesure de le faire pour une raison très simple. Et je vais vous montrer ensuite comment cette raison très simple est utilisée dans le camp Trump pour créer ce qu'on appelle l'élément de langage qui va être mis en avant. Au cœur de ce CR, il y a le financement, les aides et le financement de Obamacare. Du côté de Donald Trump, on ne veut plus de Obamacare, mais on ne peut pas dire que l'on ne veut plus d'Obamacare. Et donc, le budget qui est lié aux aides gouvernementales que les Américains reçoivent pour payer moins d'assurance expire à la fin de l'année. Donc, du côté des républicains, c'est de dire, OK, si on ne les reproduit pas, si on ne les revote pas pour 1 ou 2 ans, ces aides-là, en fait, Obamacare va mourir de sa belle mort. Mais ça veut dire quoi pour l'Américain moyen? Ça veut dire qu'en janvier, il va se retrouver avec une augmentation de son assurance qui va être, pour certaines personnes, jusqu'à 50-60% du prix qu'elles payent actuellement, parce qu'il n'y aura plus ces aides-là. Et c'est pour ça que certains élus républicains ne veulent pas voter ce CR, parce qu'ils savent très bien que s'ils votent cette décision-là et que demain, 15 millions d'Américains se retrouvent avec certains même une assurance qui double d'un mois à l'autre, dont le prix va doubler du mois à l'autre, pour les élections de 2026, ils vont perdre les élections. Donc, lorsque vous êtes un républicain qui a gagné de 2, 3, 4, voire 5%, et que vous n'êtes pas au niveau, vous n'êtes pas dans un découpage électoral qui vous garantit d'être élu quoi que vous fassiez, vous êtes en train de vous dire « Oh non, 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 je ne veux pas voter pour ce texte-là ». Et c'est pour ça que Donald Trump n'arrive pas à avoir une majorité. Et donc, au lieu de dire ça, au lieu de dire « non, on n'a pas une majorité », alors que le débat devrait être là, c'est on pointe du doigt les démocrates en disant « s'il y a un shutdown, c'est parce que les démocrates ne votent pas pour notre texte ». Alors que mathématiquement, ce n'est pas nécessaire. Et donc, j'ai vu passer la question, comment on va faire avaler ça aux Américains? On a choisi, du côté Trump, un message complètement fou, qui est basé sur ce qu'a été cette élection présidentielle. L'élection présidentielle, vous vous souvenez, les chats, les chiens, etc., c'était de dire, plus c'est gros, Plus ça passe. plus ça passe. Et donc, je vais vous montrer, et ce n'est pas une blague, la manière dont Donald Trump, il y a eu Vance sur Fox News ce week-end, et dont les républicains mettent ce refus démocrate en avant. Vas-y Thomas. Donc, on va voir ce message. Donc, l'idée, c'est de dire que, en fait, lorsque les démocrates demandent des garanties au niveau du healthcare, les garanties démocrates demandées au niveau du healthcare, soyons clairs, c'est que les aides qui ont été votées après Covid pour venir soutenir Obamacare se poursuivent
dans les prochaines années. Là, on transforme ça en disant que les démocrates souhaitent que les criminels sans papier, violents, aient une assurance santé gratuite. Et comme ça ne suffisait pas dans tout ça, on termine sur l'idée qu'en plus, ils souhaitent que les transgenres puissent venir participer aux compétitions sportives. Encore une fois, c'est comme tu disais, mais comment est-ce que tout ça passe, quoi? Comment lire ce message et dire, c'est un message du président, on dirait un message d'un troll fou sur X, et 2, voilà, c'est la stratégie auquel on va s'accrocher, pousser, tout le monde va recevoir les ordres de pousser cette stratégie-là, et ça va sûrement marcher avec une grande partie de la population. Et pire que ça, c'est la fin où il dit que et la chose la plus importante pour les démocrates, c'est le crime. Ils l'aiment, nous non. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce qu'on peut lire ça? C'est dire, ah ouais, c'est vrai, les démocrates, ils sont là pour leur plateforme, c'est du crime. Et donc là, il est en train de dire, en gros, que ils sont obligés d'aller dans ce shutdown pour vous préserver. Parce que les démocrates veulent que on vienne proposer une assurance gratuite aux criminels, aux dangereux criminels. Et oui, comme le dit Rosan, ça a déjà fonctionné. Ne jamais oublier ça. Et ça a déjà tellement fonctionné que du côté républicain, on est persuadé que ça va fonctionner. On va voir cet article ce matin de Politico qui est extrêmement intéressant sur les coulisses du shutdown. Eux, ils n'hésitent pas à mettre en avant le fait que il va y avoir un shutdown. Ils en sont persuadés. The shutdown is here. Et donc, du côté républicain comme du côté démocrate, on est persuadé que c'est l'autre camp qui va perdre. C'est là qu'on rentre dans quelque chose de complètement fou, de se dire, aujourd'hui, on ne s'intéresse plus en conséquence sur la vie des Américains, mais en permanence, c'est le calcul politique. Il y a un événement qui arrive, qui risque de mettre des millions de personnes au chômage, voire d'être licenciées, avec des effets économiques à un moment où c'est déjà extrêmement compliqué. Je vous ai montré l'augmentation des prix qui vont accélérer tout ça, avec au cœur du débat de savoir si dans quelques mois, 15 millions d'Américains pourront continuer à se payer une assurance santé minimale, parce que, attention, le Obamacare, ce n'est rien de fou, c'est en dessous de ce que vous avez avec la sécurité sociale. Soyons clairs. Et donc, au lieu que le débat devienne ça, on se dit, OK, comment on va faire pour gagner des points politiquement pour gagner 2026. Et effectivement, comme le dit Marie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et on va voir que c'est au cœur de la... Il ne s'en cache même pas du côté du Parti républicain. Le Parti républicain, du côté de la part de Mike Johnson, c'est très très clair. C'est de dire, soit on passe notre budget, soit il y a un shutdown. Donc, à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'on a trouvé le message, on va voir, et donc on va passer à l'attaque, on va continuer. Donc on ne veut pas parler évidemment de healthcare, parce que parmi ces 15 millions d'Américains qui risquent de découvrir qu'au mois de janvier, ils vont payer un tiers, voire la moitié, voire le double de ce qu'ils payent actuellement, il y a énormément de républicains. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire, si vous voulez gagner le shutdown, nous devons rester à l'attaque. Et rester à l'attaque, c'est de dire que les démocrates souhaitent qu'il y ait de l'argent public qui soit dévoué à l'assurance santé pas pour vous, Américains. Alors que oui, c'est le cas. Des criminels, mais pour des criminels sans papier. Ce qui est fou dans tout ça, c'est de voir, on est arrivé à une époque, comme tu as dit, on ne se cache même pas, où
tous ces genres d'articles avant, ça aurait été de se dire, ok, voilà, des rumeurs de comment ça se... Non, là, c'est... On est arrivé à ce moment où on cite les gens qui disent, mais voilà, il faut rester en attaque, il faut mentir pour mettre ça et dire que c'est la faute des démocrates. Voilà, notre stratégie. C'est comme pendant la campagne où on ne s'est pas caché en disant, non, on ne va pas voter pour cette loi qui va pour la frontière de Joe Biden, parce qu'on ne va même pas s'en cacher, parce que ce serait mauvais pour Trump, qui nous a dit de ne pas le faire. On s'en cache même pas. Non, c'est quoi cette époque? On est dans un cynisme électoral 100% affiché. Donc la bonne nouvelle dans ça, c'est que pour l'instant, les Américains ne sont pas globalement, ne sont pas crédules à ce point. Et on va voir qu'il y a un sondage qui a été fait par... si tu peux te montrer sondage d'abord, Thomas. Un sondage qui a été fait par YouGov à ce sujet-là, New Morning Consult Poll, excusez-moi, et que donc 45% des électeurs blâment les républicains. Je vous rappelle, l'équation est extrêmement simple. Pour que un budget, un CR, une loi passe, il faut une majorité. Aujourd'hui, il y a un parti qui a la majorité absolue, qui n'a pas besoin du vote des démocrates. Ce sont les républicains. Majorité absolue à la Chambre des représentants et majorité absolue au Sénat. Ça devrait être le seul débat. Pourquoi vous avez besoin du vote des démocrates sur ce texte-là alors que vous avez la majorité? Et donc, on voit que pour l'instant, le public américain n'est pas complètement... Et encore, je pense qu'en secouant le drapeau rouge des transgenres, des criminels, etc., on espère du côté de Trump que ça va réduire ce chiffre. Réduire ce chiffre-là. Mais vous avez donc 13 points de marge entre les Américains qui considèrent que ce sont les républicains et les démocrates, et que lorsqu'on va demander du côté des électeurs indépendants, qui sont extrêmement importants, vous le savez, qui représentent désormais plus d'un tiers des électeurs américains, on se rend compte que pour qu'une grande majorité d'entre eux, 17 points d'écart entre ceux qui considèrent que ce sont d'abord les républicains qui sont responsables. Thomas, si tu peux continuer à avancer dans cette stratégie-là, dans ces chiffres-là. Et ce qui est intéressant, et c'est une grosse différence, et c'est là pour vous montrer que même si du côté des républicains, on est triomphant en disant c'est le shutdown ou c'est rien, et puis si c'est le shutdown, on arrivera à faire croire à l'opinion que c'est la faute des démocrates et pas à nous qui avons la majorité, il n'y a aucun problème là-dessus. Dans la réalité, même dans les électeurs républicains, et ça c'est extrêmement encourageant, même dans les électeurs républicains, on se rend compte qu'une partie des électeurs républicains ont compris que s'il y a shutdown, c'est la faute des MAGA et donc même la faute de Donald Trump. Je ne sais pas si on avait un autre document dans cette catégorie-là par rapport à ce sondage. Historiquement, et c'est le pari des partis des démocrates, historiquement, c'est le parti qui est au pouvoir qui est toujours blâmé de la responsabilité de ce shutdown. Et donc, on voit Schumer qui répète cette réalité. Et je pense qu'il faut la marteler. Il faut deux choses. Il faut marteler la réalité, le fait qu'ils ont cette majorité-là. Ils n'ont pas besoin des démocrates. Et que la deuxième chose, on sait que les républicains ne veulent pas que le débat vienne sur le terrain de l'assurance sociale. Et en ayant été à l'offensive dès la semaine dernière via Trump, ils ont préempté ce débat-là parce que ce qu'ils veulent, c'est que lorsque ils avaient fait pareil pour les Biden Economics, lorsque les démocrates vont dire non, mais c'est par rapport à l'assurance santé, ils veulent que automatiquement l'électeur américain se dise ah oui, c'est vrai, les démocrates veulent donner l'assurance santé gratuitement aux sans-papiers. Donc, c'est ce qui est en train de se tenter. Ouais. Et j'ai peur que ça fasse comme un peu pour le Big Beautiful Bill, ou même pendant, on utilisait toujours cet exemple après la campagne des frais douaniers, c'est qu'il y a ce réveil ou cette compréhension trop tard.
après le Big Beautiful Bill, quand c'était passé, je me souviens pendant des jours après, le sujet, c'était de dire regardez ce que ça veut dire pour votre Medicare, Medicaid, les assurances sociales à partir de dans 1 an, dans 2 ans, les hôpitaux. Comment ça va être compliqué pour vous? Comment on vient juste de perdre 17 millions d'Américains qui ont perdu accès à une assurance santé. En plus, Mais en étant aux États-Unis, c'est vraiment rien, quoi. Et ça, c'était le sujet après que le Big Beautiful Bill était passé. Comme les recherches Google ont explosé pour c'est quoi en frais douaniers, qui paye les frais douaniers après que Trump était élu. Et malheureusement, on est un peu dans ce mode rattrapage. Si les démocrates n'arrivent pas à prendre ce sujet et le mettre en avant d'une manière qui est évidente, claire, facile à comprendre et qui marche, j'ai peur qu'on se retrouve encore une fois dans cet exemple où 2 jours après ça, on est là à se dire « Ah mais tiens, en fait, ça veut dire ça, ça veut dire ci. » Donc, Ouais, à suivre, mais... en sachant qu'effectivement, même ce terme de One Big Beautiful Bill, aujourd'hui, l'administration Trump ne veut plus utiliser tellement tellement que c'est marqué, mais non. tellement que c'est négatif. Et mais il y a une raison quand même d'espérer. Je vous ai montré ces chiffres de sondage pour vous dire non, attendez, certes, c'est énorme, certes, ça va fonctionner vers une partie des électeurs, surtout les électeurs qui ont simplement besoin d'une excuse pour dire non, mais je continue à soutenir Donald Trump. En permanence, il y a ça en ce moment. Il faut vraiment comprendre que lorsque vous êtes un électeur de Donald Trump, que vous avez voté pour lui, que vous êtes un membre MAGA et que votre business, il y avait un très bon sujet dans le Washington Post aujourd'hui, de tous ces petites et moyennes entreprises, ces petits commerces qui étaient persuadés qu'avec l'élection de Donald Trump allait débuter l'âge d'or pour eux aussi, et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il y a le témoignage d'une fleuriste du côté de la Géorgie qui raconte que ça fait des jours que son téléphone ne sonne plus. Elle n'a plus de commande. Donc c'est comment payer pour des fleurs qu'on n'arrive plus à payer pour tout le reste? Exactement. Tous ces produits-là qui sont désormais secondaires sont impactés. Et ces gens-là sont dans le doute. Il faut comprendre que parmi les MAGA, l'affaire Epstein a aussi joué son rôle, mais parmi les MAGA, il y a énormément d'Américains qui sont dans le doute. Et donc, il faut leur donner en permanence des raisons de s'accrocher à autre chose. Et c'est ce que fait Donald Trump. Lorsqu'il leur met en avant le fait que ce sont encore une fois la faute des étrangers, c'est pour donner des raisons de dire « Ah mais voilà, c'est pour ça que ça ne marche toujours pas, parce que c'est la faute des étrangers. » Et bientôt, on aura ce moment où tout clique. C'est comme ce qu'il disait avec les frais douaniers, qu'il faut attendre que ça fonctionne, il faut attendre que ça marche. Ouais. Et c'est ce truc de toujours essayer d'acheter 2 mois, ou ce truc de taco de 2 semaines, mais à chaque fois qu'on arrive à cette date où tout est censé être parfait, on ressort une couche en disant regardez, c'est le démocrate, c'est pour ça qu'on envoie l'armée à Portland, c'est pour ça qu'on envoie l'armée à Chicago, parce que bien évidemment, tout le monde le sait, s'il y a un peu de crime à Portland, ça veut dire que vous, en vivant au Kentucky, qui est à 2000 km, c'est pour ça que votre petit business ne fonctionne pas. C'est pas à cause des économiques de Trump. Des décisions économiques. Ouais, c'est tellement frustrant de voir comment, en plus, à chaque fois, ça fonctionne avec une partie de cette base. Oui, ça fonctionne avec une partie de cette base, mais justement, c'est un thème, c'est une stratégie qui fonctionne de moins en moins. Et je ne vous parle pas de sondage ici, on va écouter Ariandan sur CNN. Ça fonctionne désormais, ça ne fonctionne plus par rapport aux électeurs, y compris, ce qui est intéressant, des électeurs latinos qui avaient voté en masse pour Donald Trump et qui sont en train de faire marche arrière. Vas-y, Thomas. What a massive move to the left, to the Democratic side we're talking about here. My goodness gracious. All right, we look at the 7th district. Kamala Harris won it by 22 points. Look at Grijalva's margin at this particular point with 87% of the estimated vote in. Look at that, 39 points. That is a 17-point overperformance. And of course, this goes with what we were talking about last week, which is Democrats doing much better than they were doing in Latino districts. A lot of Latinos live in Arizona's 7th district, and not surprisingly, Grijalva doing 17 points better than Kamala Harris did back just
a little less than a year ago. Does this fit a pattern of what you have been seeing this year? Yeah, okay, so you see this, you see 39, 22, 17-point overperformance. It ain't alone, baby, it ain't alone. Look at the average 2025 special House elections so far. Democrats are doing, on average, get this, 18 points better than Kamala Harris did back in 2024. So the 17-point overperformance last night matches the average that we see, the 18-point overperformance that Democrats have had in U.S. House elections. Again, this is one of the best signs that Democrats have had so far. When people vote, Democrats are doing significantly better than they did just a little bit less than a year ago. Can you look at this and sort of extrapolate what might happen in 2026? I mean, vaguely. Yeah, okay. There's a reason why we're doing this segment. It's not just because I'm interested in numbers and like elections. It's because this could potentially really matter. What are we talking about here? Okay, special elections and midterm results. Look, there's a lot of font on your screen here, but what it says is if a party outperforms in special elections going all the way back since the 05-06 cycle, they go on to win the U.S. House of Representatives 5 out of 5 times. We'll see if it becomes 6 out of 6, but the bottom line is history says that the Democrats outperforming just like they did last night in Arizona's 7th district. The presidential baseline is a very, very good sign as these districts move very much to the left. All right, Harry Enten, thank you so much. Donc voilà, donc ces chiffres qui sont extrêmement intéressants. On ne parle plus de sondage, là on parle d'élections avec ces performances des candidats démocrates qui fonctionnent, qui marchent mieux que les résultats de Kamala Harris en 2024. Et on voit, entre autres, en Arizona, on a vu énormément d'électeurs latinos qui avaient choisi Donald Trump en 2024, désormais retourner voter démocrate. Et ce chiffre-là, si tu peux nous le mettre, Thomas, en fin de séquence, le dernier chiffre mis en avant sur les cinq dernières fois, excusez-moi, les 5 dernières fois depuis 2005 où un parti a outperform, c'est-à-dire qu'il a amélioré de manière importante ses résultats, 5 fois sur 5, c'est lui qui a gagné la majorité à la Chambre des représentants, ce qui est donc cette confirmation que l'on vous dit, que Gavin Newsom répète intervention après intervention. C'est pour ça que Donald Trump veut changer les cartes électorales dans plusieurs États, parce qu'il sait qu'il est dans une position électorale extrêmement fragile. Et si ces élections de 2026 se passent dans des conditions propices à la démocratie, elles seront favorables aux démocrates et il perdra sa majorité. Et on sait que s'il perd sa majorité, ça veut dire impeachment, ça veut dire d'énormes soucis pour Donald Trump et son administration. Aujourd'hui, il faut constater que ce sont des gens de Kash Patel à Stephen Miller à Donald Trump lui-même, lorsqu'on vous dit One Watergate a Day, qui agissent comme si ils seront au pouvoir ad vitam aeternam, dans le sens en disant on n'en paiera jamais les conséquences. Exactement. Donc vous voyez l'importance de cette élection. Comme on dit toujours, il y a raison d'avoir d'espoir et il y a raison toujours d'être actif, parce que ces élections peuvent vraiment être le début de tout changer. Et donc, on va aller en breaking news au niveau de... justement, on a en sortie, il y avait une réunion, comme je vous le disais, on l'avait commencé dans ce résumé que je vous ai proposé sur Maintenant Média, le fait qu'on avait donc cette réunion entre les leaders de la majorité et les leaders démocrates et Donald Trump autour du shutdown. Et on va écouter... je crois que c'est Jeffries, le démocrate, qui revient sur ce que je vous disais, le fait que près de 20 millions d'Américains sont dans une situation où ils vont avoir le prix de l'assurance. Donc on voit qu'ils arrivent à mettre en avant ce point-là. Vas-y Thomas. We're deadly serious about addressing the Republican-caused healthcare crisis because it's a deadly serious issue for the American people. Largest cut to Medicaid in American history. Hospitals, nursing homes, and community-based health clinics closing right now. The fact that more than 20 million Americans are on the brink of experiencing dramatically increased premiums, copays, and deductibles because of the Republican refusal to extend
the Affordable Care Act tax credits, which benefit working class Americans. And we pointed that out. I pointed that out. Working class Americans, their health care, that's what we're fighting to preserve, to defend, and to strengthen. Thank you. Voilà, donc on voit, et c'est le message qu'il faut porter. Je sais qu'après, Schumer a porté l'autre partie du message en disant « ils n'ont pas besoin de nous ». Ils ont la majorité, mais qu'au-delà de ça, il faut se battre pour préserver l'assurance sociale de plus donc de 20 millions d'Américains, selon Hakeem Jeffries, qui va énormément augmenter. Il fait le tour de tout ce qui va augmenter en termes de frais médicaux pour les Américains, en insistant que la plupart des personnes qui vont être impactées, ce sont des travailleurs. Je voyais qu'au Nevada, avant même, Nevada où nous vivons, avant même d'intégrer la fin de ces aides-là, par rapport à l'augmentation de tous les prix, par rapport à l'inflation, il y a un calcul qui a été fait par The Nevada Independent qui explique qu'en moyenne, par personne, c'était une augmentation de $140 par mois à payer en plus, sans intégrer dans ce calcul-là la fin des aides pour Obamacare. Pour une famille de 4, tu sais combien ça fait ça sur une année? $8 640. On se souvient de ces différents calculs qui avaient été mis en avant par la campagne Kamala Harris en expliquant que la politique de Donald Trump, c'était des chiffres faits par différents économistes, allait en gros coûter $5,000 de plus aux Américains. On voit que tes chiffres ne sont pas très loin. Alors du côté républicain, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a mis énormément c'est un énorme enjeu politique. C'est un moment qui va définir la campagne de 2026. Thomas, je vais t'envoyer une autre vidéo à la place de celle que je t'ai déjà envoyée à l'instant. Et donc, non seulement en plus de Mike Johnson, on voit que du coup, J.D. Vance est également présent pour venir non seulement défendre les républicains, défendre Donald Trump, mais aussi, vous le savez, Vance est un chien d'attaque. C'est ça, c'est une fonction, c'est pas péjoratif. Il est là pour ça, il est là pour attaquer. Et donc, on va voir, c'est vraiment le choc de deux messages au même endroit. On a entendu Hakeem Jeffries. Maintenant, on va entendre J.D. Vance qui, lui, va nous expliquer qu'encore une fois, c'est à cause des démocrates qui ne font pas la bonne chose. Thomas est en train de vous préparer. On est en breaking news, ça vient de se passer à l'instant. En tout cas, ça laisse présager qu'il n'y aura pas d'accord et que mercredi, sauf miracle de la dernière heure, mercredi, les États-Unis vont rentrer dans un shutdown. Décidément, ça fait même pas un an que Donald Trump est président des États-Unis. Ça fait beaucoup quand même. On écoute J.D. Vance tout de suite. And the fact that they refuse to do that shows how unreasonable their position is. I think we're headed to a shutdown because the Democrats won't do the right thing. I hope they change their mind, but we're going to see. I'll let the speakers... Voilà, c'est explication simple et basique. On va aller au shutdown parce que c'est la faute des démocrates. Donc vous voyez les enjeux, vous savez que l'opinion publique américaine dans sa majorité n'achète pas cette excuse-là, mais c'est ce qui va être martelé dans les prochaines 48 heures où il va falloir marquer des points politiques avant de devoir gérer les conséquences économiques. Évidemment, ces 48 heures-là, et puis on va voir ce qui va se passer à partir de mercredi. On va vous les raconter ici sur Maintenant Média. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. On n'est pas en shutdown, nous. C'est le moment de vous abonner. C'est le moment de cliquer sur la sonnette de notification. C'est complètement gratuit. Et puis, on se retrouve tout de suite. Thomas, remixe-moi ça.